ces partenaires-là qui sont présents dans ces localités. Pour notre part, donc les positions dans lesquelles nous nous trouvons, donc nous continuons à travailler en coordination avec les partenaires et les événements récents, donc les plus dramatiques, c'est bien évidemment les événements à Nampala, où effectivement nous avons subi une attaque terroriste vers 5 h du matin dans notre dispositif, où effectivement on a perdu 11 de nos camarades et puis avec 3 blessés. Donc la position a été reprise, les éléments se sont retirés toujours, avec le même mode opératoire d'emporter tout ce qui est blessé et mort autant que faire se peut. Ça c'est une technique qui ne date pas d'hier, et ils ont toujours opéré de cette manière-là. Le dispositif a été réarticulé, des décisions ont été prises pour remettre en place une chaîne de commandement maintenant pour les événements de Ténékou qui datent à peine d'hier. Donc là aussi, effectivement, les éléments ont été repoussés. Nous avons fait un bilan, vous avez entendu pratiquement une demi-douzaine, donc nous continuons à préciser les informations. Malheureusement, nous aussi, nous avons perdu 3 camarades là-bas. Et effectivement, on a 5 blessés qu'on a pu faire évacuer par voie aérienne depuis hier sur Sévaré. Ils sont pris en charge. Les renforts sont arrivés, donc nous avons repris le contrôle de Ténékou et encore il y a des renforts qui sont en train de remonter pour essayer de voir comment ratisser. Encore une fois, l'ennemi signalé, ce sont des éléments terroristes qui évoluent à pied avec des motos, donc qui peuvent s'infiltrer facilement. Mais nous essayons d'adapter nous aussi nos procédures pour essayer de mieux contrer la menace. Il faut comprendre que ce n'est pas une problématique qui est propre seulement aux forces armées maliennes, parce que comme vous l'avez vu, ce matin, c'est ce qui s'est passé à Kidal, prouve encore une fois que ce n'est pas que les forces armées maliennes qui peuvent être surprises. Voilà. Donc c'est le mode opératoire qui fait que parfois il est difficile de contenir ce genre d'attaque qui malheureusement aujourd'hui est la menace à laquelle nous faisons face. On a des moyens, mais qu'au regard des défis, on a besoin de renforcer. Et nous pensons que la loi de programmation militaire va nous aider à renforcer davantage dans le temps pour qu'on puisse mieux remplir notre mission. Et justement, sur ce qui est donc arrivé ce matin à Kidal, le gouvernement communique. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupeur les tirs de roquettes et de mortiers dirigés ce samedi matin contre les postes de commandement de la MINUSMA et de la force Barkhane à Kidal. Ces attaques perpétrées par des forces maléfiques et barbares ont causé la mort d'un soldat tchadien de la MINUSMA et blessé 3 autres. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement ces actes terroristes et lâches dirigés contre les forces amies de la MINUSMA et de Barkhane et visant à saper le moral de ses troupes. Le gouvernement de la République du Mali, tout en formulant des vœux de prompt rétablissement aux soldats blessés, adresse ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple tchadien, à la MINUSMA, ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu. Le gouvernement de la République du Mali saisit cette douloureuse occasion pour en appeler à la communauté internationale sur l'urgence de la conclusion rapide d'un accord de paix global et définitif, seul moyen pour démasquer les terroristes et amoindrir la souffrance des populations meurtries au nord du pays. Le gouvernement de la République du Mali réitère son engagement sans faille à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et exprime sa sincère reconnaissance à la communauté internationale, singulièrement à la MINUSMA et à Barkhane pour leur soutien multiforme à la sécurisation et à la stabilisation de notre pays. Et ce communiqué du Bureau national de la convergence pour le développement du Mali, CODEM, qui condamne avec rigueur cet acte barbare contre les forces de la MINUSMA, présente à la MINUSMA et au peuple tchadien ses condoléances et affirme son soutien à la MINUSMA pour la stabilisation au Mali. L'association pour le développement du cercle de Ténékou, qui condamne également les dernières attaques dans le cercle de Ténékou, salue fortement les forces de défense nationale qui ont vaillamment défendu la ville et affligé une défaite cinglante aux assaillants. L'association pour le développement du cercle de Ténékou,
qui demande aux autorités de redoubler de vigilance dans la protection des populations de la ville et de toute la zone frontalière avec la République islamique de la Mauritanie. État des lieux des forces armées du Mali, quelle stratégie de défense et de sécurité pour le Mali, c'est le thème de la conférence débat initiée ce matin par l'ADEMA Association. Elle a été le forum des bonnes initiatives pouvant permettre à notre armée de mieux faire face à ses missions. Mamoudou Sidibé, compte rendu. L'association Alliance pour la démocratie au Mali ne manque aucune occasion pour faire réagir les démocrates. Ce samedi matin, elle a organisé dans le cadre de la fête commémorative de notre armée une conférence débat. Conférence qui a comme thème État des lieux des forces armées du Mali, quelle stratégie de défense et de sécurité pour le pays. Notre association s'est fixée comme credo de contribuer à la gestion des affaires de l'État, les affaires publiques en général, en émettant des critiques que nous considérons comme des critiques constructives, chaque fois que cela sera nécessaire, en disant nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous pensons que les autorités devraient changer le fusil d'épaule, mais aussi nous sommes fixés comme objectif de réfléchir aux questions importantes pour le pays et de faire des propositions. Au regard des déclarations, il reste pour le Mali de consolider les acquis. Pour ce faire, le pays doit revoir sa méthode de recrutement et de formation pour bien faire face à sa mission de défense. Il faut reconnaître que notre armée a subi plusieurs influences politiques. Depuis la Première République, la Deuxième République et la Troisième République. Et chaque gouvernement avait ses options politiques et ses options militaires. Et compte tenu de l'idéologie politique qui était en place. Par rapport aux nouveaux enjeux, le Mali doit adopter une autre approche de politique de défense. Pour restructurer les forces armées et de défense, les forces de sécurité et de défense, leur donner les moyens. Il ne s'agit pas seulement des moyens budgétaires. Des contributions de taille ont été faites lors des débats, notamment celle de Chaka Abdou Touré, représentant de la commission CEDEAO, qui dira de ne pas trop compter sur les autres pour sa sécurité. Cependant, il conseillera de mutualiser les moyens pour faire face à certaines forces. Cette conférence a été une expérience riche à partager avec les pouvoirs publics. Conférence de presse du MP22 sur le projet d'accord de paix et de réconciliation. Le conférencier a fait certaines observations, notamment la non-précision dans le document d'Alger des auteurs des violences au nord du pays. Il est aussi revenu sur la nécessité d'équiper l'armée nationale. Brahma Traoré. Autour du projet d'accord pour la paix et la réconciliation, le secrétaire général du MP22 s'entretient avec la presse nationale. Le conférencier lève le voile sur certains points que les juges non fondés. Le premier est relatif à la discrimination de la communauté du Nord. Cette question, au dit du responsable du MP22, ne se pose pas au Mali. Tous les Maliens sont parfaitement intégrés partout où ils vont. Des gens du Nord, quand ils viennent à Bamako, n'importe quelle ville, au Sud, il n'y a aucune ségrégation. Quand nous partons au Nord, en toi, nous ne sentons aucune ségrégation. Donc on ne peut pas dire qu'il y a marginalisation à cause de l'appartenance ethnique de quelqu'un au Mali. La seconde observation faite par le MP22 concerne le manque de précision dans le projet d'accord des auteurs des violences commises au Nord. Pourtant, ils sont connus selon le conférencier. On parle de violence, il faut expliquer qui est à l'origine des violences. Et puis la crise actuelle, il faut expliquer aussi ses origines. Occasion également pour le secrétaire général du MP22 de jeter un regard sur l'évolution de la situation sécuritaire du pays, situation qu'il qualifie de difficile et qui nécessite une formation, surtout un équipement adéquat de l'armée. Il faut leur fournir des armes, il faut leur donner des avions et il faut recruter suffisamment de soldats. Les autorités nationales en ont certainement conscience, car sans une armée bien formée et bien équipée, pas de stabilité ni de paix. Le ministre de la Réconciliation nationale était hier à Banamba où il a rencontré les autorités religieuses, coutumières et mandataires des chefs de village. À tous, il a demandé de prier pour que le dernier round des négociations d'Alger en faveur de la signature de la paix. Envoyés spéciaux à Banamba, Haruna Diara et Moussa Arimeiga. Les villes de Banamba, Kiban et Touba ont été les trois étapes de cette tournée du ministre de la Réconciliation nationale Zabi ou de Sidi Mohamed.
dans cette zone fortement islamisée de notre pays pour expliquer aux populations locales et aux mandataires des villages, jusque dans les mosquées et zawias, les pourparlers en cours à Alger. Que notre pays reste un et indivisible et que les démons de la guerre s'éloignent de notre pays. Autre étape, Kiban et Touba. Cette visite du ministre de la Réconciliation nationale a tout simplement été une grande réussite tant la mobilisation a été au rendez-vous. Jusque dans les mosquées où alternent prières et bénédictions pour le Mali. Le ministre Zabi a informé ses hôtes à Banamba, Touba et Kiban de l'engagement de son département à soutenir les populations à 3 niveaux. Le jumelage entre les communes du Nord et du Sud. Encourager les échanges entre leaders religieux entre le Nord et le Sud. Et enfin, le plaidoyer en faveur de la formation professionnelle pour la création d'écoles professionnelles pour soutenir la création d'emplois pour les jeunes issus des écoles coraniques à Banamba. Il s'est particulièrement intéressé aux élèves, aux talibés des médecins. Il s'est intéressé à leurs tablettes, au contenu des tablettes. Il les a encouragés, mais il s'est aussi inquiété de leur devenir. Parce qu'il est conscient que si des perspectives ne sont pas ouvertes à ces jeunes, eh bien, ils peuvent constituer un terreau facile pour des anarchistes. Ça nous a beaucoup plu. Et la manière dont il a communiqué avec la population nous a beaucoup satisfait par rapport à beaucoup de choses. Tous ces enfants qu'il a vus, les écoles coraniques, les médecins, l'État aussi devait voir à la fin de ces études, qu'est-ce qu'ils seront. Parce qu'en réalité, c'est ça. L'action de développement, vraiment, doit suivre cette visite-là. Demain, nos envoyés spéciaux reviendront sur l'étape des écoles coraniques et l'enseignement de l'islam à Banamba. En mission à Tombouctou, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a visité une ONG d'envergure nationale pourvoyeur d'emploi. Il s'agit de l'Association malienne pour la survie au Sahel, intervenant dans tous les cercles de la 6e région. Et Yatandina, compte rendu. En recevant la visite du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, voulait montrer alors son engagement à absorber le chômage dans la région de Tombouctou. Avec 126 employés et 67 animateurs, cette ONG nationale se veut un pourvoyeur d'emploi. Une ONG d'envergure nationale qui arrive à faire ce travail-là, surtout les jeunes qui sont dans différentes filières ici. J'ai vu ceux qui sont dans la mécanique auto, la transformation agricole, la téléphonie. Je pense que c'est extrêmement important pour stabiliser la région et pour aussi la relance des activités économiques. Une exposition des différentes filières pour la formation des jeunes a permis aux visiteurs du jour d'apprécier les acteurs. L'ONG AMSS est vraiment félicité pour ce travail-là, qui peut avoir des effets multiples, parce que si des jeunes s'installent, vous savez, quand un mécanicien s'installe, il a besoin au moins d'un apprenti. Donc ça fait un autre emploi qui est créé. Donc vraiment, j'encourage vivement l'ONG pour le travail qui a été effectué ici. Au cours de l'année 2015, va continuer à poursuivre cet élan, parce que en plus de ces emplois directs, à travers le programme entrepreneurial jeune, nous sommes en train de former 1121 jeunes au niveau de la région de Tombouctou. Bon, nous avons aussi d'autres programmes dans le cadre de l'emploi des jeunes, et ces programmes, on pense qu'ils vont voir le jour au bénéfice de notre région. L'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, intervient dans plusieurs domaines et dans tous les cercles de la région de Tombouctou. Les travaux de la route Bamako-Ségou sont presque finis. Il ne reste plus que des travaux d'assainissement. Le chantier a reçu ce matin la visite du ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Mamadou Hachim Koumari, qui a aussi inauguré un forage d'eau à Fougani, forage réalisé par l'entreprise chinoise CRBC. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diara et Djelima Kandjabati. Avec un taux d'exécution de 98%, les travaux de réhabilitation de l'autoroute Bamako-Ségou en une fois 2 voies sont presque à terme. Pour être sûr, les ministres de l'équipement, des transports et du désenclavement s'est rendu sur le terrain. Les travaux de pilonnage ont déjà pris leur fin depuis le 13 janvier, ce qui nous permet de terminer l'ensemble des travaux
dans le délai prévu dans le contrat. Je tiens à présenter mes remerciements à l'administration malienne. Donc, elle a beaucoup fait à propos de la libération de l'emprise des travaux. De Kassela en passant par Zantikila, Markakungo, Fougani, Tinkole jusqu'à Fana, le ministre Koumaré a remercié les populations pour avoir accepté de libérer les emprises. Au début, on nous avait dit que les gens ne voulaient pas quitter parce qu'ils voulaient se faire payer. Mais nous avons eu le contraire. Ceci était dû à un manque de communication et ceci était dû à un manque de consultation avec ceux pour lesquels les routes sont en train d'être faites. Nous sommes en train de mettre en place un système d'information lié au fait que chaque population dans la zone qui verra un handicap, un obstacle ou des gens qui sont en train de déterrer la route, on leur donne un numéro où ils nous appellent. Cette route a été faite normalement, le dimensionnement c'est 120 km de dimension. Et à l'entrée de chaque agglomération, il y a des limitations de vitesse. Mais les gens ne les respectent pas. Nous venons de nous en créer. Il y a deux possibilités. Une des premières possibilités, nous allons mettre les panneaux et les équipements nécessaires pour attirer l'attention des chauffeurs et des tribulations. Nous allons faire une grande sensibilisation auprès d'eux pour qu'ils respectent les codes de la route. Ces travaux ont effectivement été maillés de beaucoup de sensibilisation pour vraiment expliquer aux populations les dommages qui leur seront causés par effectivement le passage de la route. Donc nous sommes venus en tant que représentants de ces populations, leur porte-parole, les saluer, les féliciter. Dans le cadre du volet environnement, l'entreprise chinoise CRBC a réalisé des forages d'eau au profit des populations de 5 villages. Celui de Fougani a été inauguré par le ministre dans la cour de l'école. La directrice de cette école, qui a désormais de l'eau potable pour ses élèves, apprécie. Je suis très ravi car nos enfants étaient exposés à des multiples maladies diarrhéiques. Donc avec de l'eau propre, donc ces maladies seront diminuées. Il y a de l'eau mais on n'avait pas d'eau potable à nos portées. Pour un coût total de plus de 73 milliards de francs CFA, cette route, en plus de la fluidité du transport, va améliorer le cadre de vie des populations. Direction la foire et exposition de Bamako FEBAC 2015 sur place. C'est un véritable dispositif sécuritaire et sanitaire qui a été mis en place pour accueillir les visiteurs qui apprécient d'ailleurs cette initiative. Voyons les détails avec Ibrahim Traoré. Un tour au parc des expositions de Bamako, l'on est vite frappé par les dispositions prises pour la bonne organisation de la FEBAC 2015. Première mesure, le dispositif sécuritaire. Plusieurs dizaines d'agents de sécurité et de la protection civile sont mobilisés pour veiller à la quiétude des personnes et de leurs biens. Depuis que nous avons commencé la mission, vraiment nous n'avons pas eu de difficultés. Nous avons tous les moyens. Nous avons les 2 engins pompes Versabé, plus les instincteurs et les éléments aussi. Outre la sécurité, des agents de santé sont également présents. Tous les visiteurs, sans exception, sont soumis au contrôle sanitaire, avec notamment le lavage des mains, la prise de température et l'utilisation du désinfectant. La population a compris, les gens coopèrent. Je ne suis pas seul, je suis avec mes collègues. Et depuis que je suis là, je n'ai pas vu de résistance quand même. Je pense que c'est très bien pour la réussite de l'activité. Les visiteurs apprécient ces différentes mesures prises par les organisateurs. Il y a l'hygiène à l'entrée et puis il y a l'entrée qui est filtrée. La sécurité est là, je crois qu'à de pareils endroits, c'est ce qu'il faut pour nous-mêmes. Nous participons toutes les années pratiquement aux foires, mais l'organisation était de façon générale un peu médiocre. Par rapport à cette année, je pense que tout se passe bien. Sur place, forces de l'ordre, agents sanitaires, visiteurs et organisateurs passent de bons moments. Tous souhaitent le maintien de ce cap de sérénité, d'ambiance et de sécurité qui entoure la foire. La foire qui se tient jusqu'au 25 janvier, le ticket d'entrée coûte 500 francs CFA et juste après cette édition, vous pourrez retrouver le journal consacré à la foire, une présentation de Nyangalou Traoré. L'Observatoire des droits et de la paix a organisé ce jour la conférence inaugurale de la 3e session de son conseil d'administration. Le thème principal porte sur l'accès des victimes à la justice et la lutte contre l'impunité. Garibou Pérou.
Le droit à la réconciliation nationale et la consolidation de la paix sont les défis majeurs de l'Observatoire des droits humains et de la paix. Les observateurs ont consacré cette troisième session de leur conseil d'administration à une réflexion sur l'accès des victimes à la justice et à la lutte contre l'impunité. Au moment où nous faisons face au dernier round des négociations politiques à l'issue, en vue d'aboutir à la paix et à la réconciliation nationale, je pense que c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme pour que l'aspect justice soit pris en compte au cours de ces négociations afin que l'impunité ne prospère pas. Il nous appartient aujourd'hui de veiller à maintenir donc cet élan. L'Observatoire des droits de l'homme et de la paix a accroître sa vigilance et à dénoncer sans la moindre hésitation les violations graves des droits de l'homme, mais également à faciliter le dialogue, la cohésion sociale et la consolidation de la paix au Mali. Madame Koulibaly Fatoumata Baldé, secrétaire générale de l'Observatoire des droits humains et de la paix, a dans son réquisitoire rappelé que son organisation n'est pas restée en marge des grands événements organisés par les défenseurs des droits de l'homme. Elle a participé activement aux activités de la Semaine nationale des droits de l'homme, au colloque international sur la justice transitionnelle et sans oublier l'espace d'interpellation démocratique. Les défenseurs des droits humains vont au cours de cette session examiner et adopter les rapports annuels d'activité avant d'approuver le budget annuel. Il s'agit aussi de proposer des orientations afin d'aboutir à la cohésion et à la paix sociale. La deuxième session de la conférence épiscopale du Mali a pris fin aujourd'hui. Au cours de la session, il a surtout été question de formation et de programmation. Isaac nous donne plus de détails. Cette deuxième session a permis aux évêques du Mali de passer en revue certaines situations de l'Église catholique, notamment la gestion des formations et des grandes écoles. Les évêques ont échangé à partir des différents rapports de formation, l'esprit, le moral des séminaristes et l'engagement des formateurs. À cela s'ajoute l'analyse et l'adoption des budgets du secrétariat de la conférence épiscopale et de la direction de l'enseignement catholique. Concernant les maisons de formation, le grand séminaire de Samaya et Koulikoro, les évêques ont passé à la programmation pour la formation du personnel nécessaire au fonctionnement de ces structures. Le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Jean-Baptiste, a indiqué que la situation politico-sécuritaire a été aussi passée en revue. Nous n'avons pas oublié de porter dans nos prières quotidiennes les soucis de notre Église et de notre pays, le Mali. Les soucis pour plus de paix et de justice pour la prospérité du pays et de ses habitants. La prochaine session se tiendra dans 3 mois. Protestation des musulmans contre les caricatures du prophète Mohammed dans le journal satirique Charlie Hebdo se poursuivent. Le Conseil islamique de Caille a mobilisé ce matin des milliers de musulmans pour dire non au blasphème. Jafar Haidara. C'est en clamant Allahu Akbar, Dieu est grand, Mohammed ya Rasulullah, Mohammed est son envoyé, que des milliers de musulmans de Caille ont marché de la place de l'indépendance au gouvernorat pour décrier les caricatures du prophète paix et salut sur lui, publiées en France par le journal Charlie Hebdo dans sa dernière parution. Dans une déclaration, le Haut Conseil islamique de Caille demande aux autorités de notre pays l'interdiction de ce numéro. Après les attaques de mercredi dernier, tout le monde musulman a manifesté leur solidarité avec la France. Même notre président et beaucoup de présidents des pays musulmans sont allés marcher à la place de la nation. Ça diversifie. Mais malheureusement, le journal Charles Hebdo a reproduit plus de 5 millions d'exemplaires en insultant le prophète de 2,5 milliards d'individus dans le monde. Ce n'est pas du tout normal. Nous ne voulons pas que ce journal soit introduit au Mali. Nous exhortons les autorités à veiller à cela. Au cours de cette marche, les leaders musulmans ont rappelé des versets du Coran qui disent que la religion musulmane est une religion de tolérance, de paix. Ils ont fait passer le message de protestation contre les caricatures de Mohamed. Nous l'avons enregistré et nous leur avons dit que le message est
et nous avons profité de l'occasion pour leur demander de faire davantage de bénédictions pour la paix, l'indivisibilité du Mali et la réconciliation du Mali. À noter que la marche qui était encadrée par les forces de l'ordre s'est déroulée sans incident. Politique agricole et stratégie paysanne au Mali de 1910 à 2010, mythe et réalité à l'Office du Niger, c'est le titre du livre de l'écrivain malien, professeur Cheban Koulibaly. L'ouvrage de 274 pages se veut la voix des sans-voix, notamment les producteurs agricoles de l'Office. Le livre est déjà dans des programmes d'enseignement de plusieurs universités de la sous-région. Boubacar Sissoko. Politiques agricoles et stratégies paysannes au Mali de 1910 à 2010, mythes et réalités à l'Office du Niger est le titre du nouveau livre scientifique du professeur Cheban Koulibaly. Cet ouvrage de 274 pages raconte 100 ans d'histoire de l'Office du Niger. L'auteur, dans un style narratif, se fait le porte-parole des sans-voix, notamment les producteurs de l'Office du Niger, dont la vocation est de constituer le grenier de la sous-région ouest-africaine qui malheureusement n'a aménagé que 117 000 hectares sur... L'histoire de notre peuple n'est pas l'histoire simplement de l'élite politique, administrative, guerrière. C'est l'histoire de tous ces paysans, artisans, etc. Et cette histoire n'est malheureusement pas connue. Elle n'est pas diffusée. Et c'est un des problèmes que nous avons. Et donc, au niveau méthodologique, je me suis toujours préoccupé de convaincre mes étudiants que entreprendre une étude de façon scientifique, il faut faire ça et après prendre parti en faveur de ceux qui ne peuvent pas se défendre. L'écrivain, frappé par les conditions d'existence des producteurs ruraux, notamment ceux de la zone de l'Office des chers africains, qu'il est de leur devoir de faire face à leurs responsabilités pour être la voix des sans-voix. Dans le livre, les paysans affirment que les projets et programmes de développement leur sont parachutés, ne prenant pas en compte très souvent leurs préoccupations fondamentales. Le livre est au programme des universités de plusieurs pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Il est désormais disponible dans les rayons des librairies et des bibliothèques au Mali. Maladie à virus Ebola à Kay, organisée par Erad Kay et financée par Plan Mali à travers le ministère des Affaires étrangères de la République d'Allemagne. Le compte rendu depuis Kay de Kansoutou Kanouté. D'une valeur de plus de 72 millions de francs CFA, ces équipements sont composés de 650 kits de lave-nez, 475 litres d'eau de Javel, 475 litres de grésil, 285 tabliers de protection et de bottes, 38 thermoflash, 1900 cache-nez, 475 litres de savon liquide, 38 appareils de pulvérisation, 285 lunettes de protection, 324 brouettes et pelles. Ils sont destinés aux écoles, aux lieux publics, aux CESCOM. Et pour dire que l'heure n'est pas de baisser la garde, nous devons rester mobilisés pour un Mali sans Ebola. En réceptionnant ces équipements de prévention pour le sec de Caille, le préfet a d'abord remercié Plan Mali avant de mettre l'accent sur la vigilance des populations. La maladie à virus Ebola, qui, faut-il le rappeler, n'est pas encore terminée malgré le calme constaté sur l'ensemble du territoire national et dans notre cercle. Nous devons rester vigilants et continuer à observer les bonnes pratiques. Le coordinateur des chefs de quartier ont invité les bénéficiaires à en faire bon usage. À noter que cette remise d'équipements a été financée par le ministère des Affaires étrangères de la République d'Allemagne à travers Plan Mali et ERAD pour le sec de Caille. L'opérateur économique Alain Ashkar, qui a également apporté sa contribution dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, des kits comprenant des dispositifs de lavage des mains au savon, de l'eau de Javel et des désinfectants ont été remis au groupe scolaire de Kalavankoura. Objectif, garantir l'hygiène à l'école. Batraoré.
Ces kits remis à la mairie de la commune 5 du district de Bamako sont une contribution d'Alain Ashtar. Cet opérateur économique répond ainsi à l'appel lancé par les autorités municipales pour soutenir les écoles dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Quand le maire nous a demandé de soutenir pour lutter contre cette maladie, en tant que citoyen malien et natif de ce pays, c'est notre premier devoir, c'est de pouvoir aider et contribuer à lutter contre cette maladie. Donc c'était vraiment la moindre des choses de répondre à l'appel du maire. Et on est très honorés et très fiers de l'avoir fait. L'action du jour s'inscrit dans le plan d'action de la mairie de la commune 5 du district. Notre souci, c'est de répéter la même opération dans tous les groupes scolaires publics, afin que l'hygiène rentre à travers les écoles dans les familles. Donc nous l'avons fait sciemment. Calaban, ici, avec son groupe scolaire, est l'un des grands groupes scolaires de la commune 5, avec Sabali Boubou, mais nous allons continuer sur les autres quartiers. Le médecin-chef du centre de santé de référence de la commune 5 a expliqué à l'assistance le mode d'utilisation des kits. Au regard de la situation sécuritaire de notre pays, la culture de la paix reste le credo de la JCI Mali qui entend mobiliser les jeunes pour cette cause. Ses membres l'ont rappelé à la 20e rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Mali dont les travaux ont débuté hier à Bamako. Cette rentrée marque le lancement des activités de la mandature 2015 de l'organisation. Ramata Konate, compte rendu. D'entrée de jeu, le président de la Jeune Chambre internationale Mali fait connaître le thème de sa mandature. Ensemble, construisons la paix. Une invitation à l'endroit de la jeunesse pour plus d'actions en vue d'un Mali uni et prospère. C'est l'être puissant dans notre riche culture, basée sur le pardon, la recherche de la cohésion, le fait de s'accepter différent et de se vouloir complémentaires, que nous trouverons la force de pardonner les pardonnables, les moyens de réconcilier les fils et les filles de notre Maliban pour le bien-être de tous. Abondant dans le même sens, la marraine de l'événement a exhorté les jeunes à cultiver davantage la paix au Mali. Vous devez montrer que chaque terroir de notre pays possède une culture riche, que cette diversité culturelle, plutôt facteur de cohésion sociale, organise harmonieusement notre vivre ensemble pour apaiser les inévitables tensions de la vie quotidienne. Vous devez agir contre la désinformation tendant à opposer un sud contre un nord, un noir contre un blanc, parce que notre culture prône l'union pour bâtir ensemble un pays où il fait bon vivre. Signalons enfin que la mandature de la JCI Mali coïncide cette année avec le centenaire de l'organisation internationale. Et sport football, vous le savez déjà, c'est parti aujourd'hui en Guinée équatoriale pour la 30e Coupe d'Afrique des Nations et ce jusqu'au 8 février 2015. La cérémonie d'ouverture a été suivie par 2 matchs du groupe A, Burkina Faso-Gabon. Avec moi dans ce studio, Khalifa Namantraoré. Bonsoir Khalifa. Bonsoir, c'est Ibrahim Maïga. Eh bien, nous allons suivre le résumé des 2 matchs avec Al-Jumatina et vous allez nous dire en tant que spécialiste ce que vous avez pu retenir de ces 2 rencontres. Voyons le compte rendu d'Al-Jumatina. Venue à la rescousse après le désistement du Maroc pour cause des virus Ebola, la Guinée équatoriale a sauvé sans nul doute la tenue de la grande messe du football continental. Il aura fallu 2 mois à la Guinée équatoriale d'être fin prête pour abriter la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La cérémonie d'ouverture riche en couleurs, avec des messages comme « Ensemble nous pouvons battre Ebola », s'est déroulée au stade de Bata en présence du président équato-guinéen Tedros Obiang-Nguema, du président du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso et des responsables de la Confédération africaine de football. Pour le clou de l'événement, la Guinée équatoriale en maillot rouge était face au Congo-Brazzaville pour la rencontre inaugurale. Poussé par tout un pays pour la circonstance, les élangs nationaux entament idéalement la partie, ce qui lui permet d'ouvrir le score à la 16e minute.
Émeric Boula fait la différence et sert à la limite l'attaquant de Muzelbrou, Emilien Sui, qui inscrit le premier but de la CAN 2015. Tout un symbole équatorial. En deuxième période, les Diables Rouges qui font figure des favoris dans cette partie vont multiplier les offensives. Après plusieurs tentatives, les poulains de Claude Leroy trouveront finalement l'égalisation à la 86e minute par Thierry Buffon. Un but partout, c'est le score qui sanctionnera ces matchs d'ouverture de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La seconde affiche du groupe A, elle mettait aux prises le Burkina Faso en maillot blanc et le Gabon. Les deux formations se connaissaient parfaitement puisqu'elles étaient dans la même poule lors des éliminatoires. Une victoire pour les Panthères du Gabon à Libreville et un match nul au retour à Ouagadougou. Dans ce duel entre Étalons et Panthères, considérés comme les favoris de la poule A, ce sont les Gabonais qui vont faire la bonne opération. Ils partent à la mi-temps avec l'avantage grâce à un but de leur joueur vedette Pierre-Emerick Aubameyang à la 19e minute. Les Étalons du Burkina Faso, des champions d'Afrique, reviennent avec un autre état d'esprit en vue d'égaliser. Mais la chance ne leur sourira pas. Le Gabon, irréaliste dans cette partie, va se mettre à l'abri en inscrivant un second but à la 71e minute par Evuna. 2-0 pour les Panthères du Gabon qui prennent ainsi la tête du groupe A avec 3 points, suivi de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville, 1 point chacun, et le Burkina Faso 0 point. À suivre ce dimanche dans le groupe B, à 16h, Zambie RD Congo et Tunisie Cap-Vert à 19h. C'est la fin de cette rencontre entre le Burkina Faso et le Gabon, alors qu'on voit Daniel. Eh bien, Khalifa Mourovala, cérémonie d'ouverture sobre, car la Guinée équatoriale, on le rappelle, a hérité de l'événement seulement à 2 mois du coup d'envoi suite au désistement du Maroc qui évoquait Ebola. Oui, moins de 2 mois d'ailleurs, 51 jours avant ce coup d'envoi, parce qu'il fallait quand même que cette CAN se tienne. La CAF y tenait et finalement la CAN a débuté et aujourd'hui voilà qu'elle est partie, la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Guinée équatoriale, faut-il le rappeler, la Stade Ibrahim Maïga, qui était éliminée. Puisque il y a eu avec la Mauritanie, la Guinée avait battu la Mauritanie 3-0, mais administrativement la Guinée sur tapis vert avait été éliminée. Et depuis le 1er juin 2014, la Guinée équatoriale n'avait pas livré de match officiel, si ce n'est pas aujourd'hui contre le Congo-Brazzaville. Et justement, le Congo que j'avais vu au cours des éliminatoires, assez solide quand même, j'ai été surprise du résultat. Quel était leur point faible aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, l'entraîneur explique du fait qu'ils ont mis plus d'1 heure de temps pour atteindre le stade de Bata, puisqu'il n'y avait pas d'escorte policière, tout. Il y a beaucoup de raisons évoquées. Également, quand à leur arrivée, il y a eu des problèmes d'hôtel. Bon, tout ça, ça entre... Oui, c'est ce qu'on peut dire. Mais, vous savez, les éliminatoires sont souvent différentes des phases finales. Lors des éliminatoires, le Congo même a été repêché pour jouer les éliminatoires, puisque le Congo avait été éliminé par le Rwanda, mais il y a eu quand même ce joueur rwandais qui avait 2 nationalités, donc ça s'est fait à exclure le Rwanda. Donc le Congo est revenu à la CAN et le Congo a pu battre le Nigeria qui est tenant du trophée et aujourd'hui, malgré la bonne prestation lors de la phase des éliminatoires, les Congolais ont un peu peiné, mais ils sont parvenus à égaliser face au pays organisateur. Le pays organisateur qui surtout était poussé par son public et il y avait cette euphorie d'avoir accueilli la CAN qui les poussait vers la victoire, mais malheureusement le match nul était le bon partage. Et de l'autre côté, le Burkina Faso et le Gabon qui a surpris quand même. Pas une grande surprise pour ceux qui suivent de près l'évolution du football, puisque les deux équipes, lors des 2 dernières éliminatoires, sont ensemble. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, Burkinabé et Gabonais étaient ensemble. Et tout récemment, les 2 équipes étaient dans la même poule. Et c'est ce même score qui a sanctionné le match aller à Libreville. Le Gabon avait gagné par 2-0. Et ce sont les mêmes buteurs qui étaient là, Pierre-Emerick Aubameyang et Malik Evuna, qui ont marqué les buts 2-0. Et au match retour en novembre, tout près, il y a eu match nul, 1 but partout à Ouagadougou. Donc c'est pas surprenant, surtout que les Gabonais étaient beaucoup plus présents, ils avaient beaucoup plus envie. Et côté burkinabé, il y a eu beaucoup d'erreurs défensives. Et au Burkina Faso, l'attaquant Jonathan Petrepa n'est plus ce même qu'on a connu il y a 2 ans en Afrique du Sud, où il a terminé meilleur joueur de la CAN. Alain Traoré également, qui est diminué par les blessures. Son jeune frère Bertrand qui a essayé quand même de hausser le niveau.
Mais malheureusement, il n'a pas cette grande expérience pour porter l'équipe burkinabé. Avant de clore cette édition, vous allez nous rappeler pour les prochains matchs du groupe A. Le groupe A, le prochain match, c'est encore loin, mais en attendant, parce que c'est jusqu'à mercredi. Mais en attendant, on peut parler du groupe B qui commence demain. Voilà, demain à partir de 16h, la Zambie jouera contre la République démocratique du Congo. C'est un derby puisque les deux équipes et les deux pays sont frontaliers. Il y a quelques joueurs zambiens qui évoluent dans le championnat de la RDC, notamment au tout-puissant Mazembe. Ensuite, la Tunisie sera face au Cap-Vert. Le Cap-Vert qui n'est plus ce petit poussé puisque les Cap-Verdiens sont en leur deuxième participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais je vous repose encore la question du groupe A. Je voudrais savoir qui le Burkina rencontrera la prochaine fois et qui la Guinée équatoriale. Le Burkina, cette match, jouera contre le Congo et le Gabon jouera contre la Guinée équatoriale. Merci Khalifa, bonne soirée à toi. J'espère que demain tu seras en forme pour nous faire revivre encore ces moments de football. Demain dimanche, l'émission Actu Hebdo reçoit comme invité Mamadou Tieni Kouamate, président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, et Daniel Siméon Kelema, secrétaire général du ministère du développement rural. Rendez-vous à ne pas rater à midi avec Ibrahima Djombele. Merci, c'est tout pour cette édition. À demain 20h.